Unica Brüsen Hetimasen Atreides. Alors je pense que nous allons pouvoir reprendre nos travaux avec une conférence de Madame Marie-Josée Lavallée, le motif de la police athénienne classique dans les écrits de Hannah Arendt et Éric Voegelin. Madame Lavallée est postdoctorante. Elle a fait sa thèse de doctorat sur un sujet proche de celui-là. Une publication qui doit avoir lieu très bientôt, qui s'appelle, à moins que le titre ait changé, Pensée politique totalitariste, lire Platon avec Hannah Arendt. C'est une spécialiste de la pensée allemande en lien avec l'héritage grec et notamment les auteurs que je viens de citer. Elle a aussi publié dans ce collectif dont on a parlé déjà, qui vient de paraître dans la série Verbatim, dirigée par Madame Boulad Ayoub, Liberté des anciens et Liberté des modernes. Elle a fait une conférence que j'ai eu la chance de lire juste en recevant le volume, qui avait le titre suivant, La politique moderne à travers le prisme platonicien, les lectures de Léo Strauss, Éric Voegelin et Hannah Arendt. Donc c'est quelqu'un qui travaille en collaboration avec la chaire UNESCO de Madame Ayoub et aussi en collaboration avec moi. On est très heureux de l'avoir parmi nous et très content de s'apprêter à l'entendre. C'est la parole. Merci beaucoup, Jean-Marc. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là. J'ai distribué des petits documents parce qu'en fait, j'aurais voulu projeter des PowerPoint, mais bon, je crois que personne ne le faisait. Je me suis dit que c'était plus simple sur papier. Jean-Marc a été assez gentil d'imprimer les copies pour moi parce que, en fait, pour pas dépasser les 1 heure, disons, il y a certaines citations que je ne pourrais pas lire, mais qui sont importantes et que vous avez sur papier. Il y en a certaines que je vais lire seulement de façon partielle. Alors, sur ce, je commence. Alors, Hannah Arendt et Éric Voegelin, donc sont 2 penseurs d'origine allemande, ont entretenu pendant plus de 2 décennies un dialogue riche et soutenu avec les Grecs. Donc, ce rapport aux Grecs s'est traduit par des inspirations théoriques et des emprunts littéraires appuyés sur la philologie. L'un et l'autre avaient une connaissance approfondie de la langue et de la littérature grecque. Cependant, leur lecture ne saurait se confondre avec le commentaire philologique. Et c'est pour ça que j'insiste toujours sur le terme lecture, dont j'avais expliqué le choix de ce mot-là, en fait, dans mon livre qui s'en vient, qui était ma thèse de doctorat, pour faire la distinction entre une interprétation qui, selon moi, désigne un rapport qui essaie de rétablir le texte dans une espèce de neutralité par rapport au présent, si on veut, de l'interprète. Et ce cas-ci qui est une lecture parce que ces approches des classiques grecs sont créatives, dans la mesure où les questions que Voegelin et Arendt adressent aux Grecs sont liées de près à leur souci du présent. Et puisque c'est la pensée philosophique et politique, mais aussi les expériences grecques qui les intéressent en particulier, eh bien, on ne sera pas étonné de savoir que la police athénienne classique et l'expérience de la démocratie directe, qui sont bien sûr les symboles sûrement les plus tenaces de l'héritage politique et intellectuel hellénique, paraissent dans leurs écrits. Donc, ils ont un rôle. Mais ce qui est intéressant, c'est que Arendt et Voegelin sont des penseurs foncièrement incompatibles sur le plan intellectuel, comme en a témoigné déjà leur querelle sur le totalitarisme au début des années 50, qui est très intéressant à lire. Il y a un échange de compte-rendu qui répond au compte-rendu suivi d'une petite correspondance. Et quant à leurs approches et interprétations respectives des expériences politiques grecques, et bien c'est la même chose. Il n'en va pas autrement. Mais l'un et l'autre, malgré ça, attribuent aux Grecs un accomplissement politique unique, sans égal. Et cet accomplissement, pour Arendt, consiste en la création d'une communauté politique qui permet l'éclosion de la liberté
et qui réserve une place d'honneur à la participation politique. Chez Voegelin, les Grecs ont plutôt découvert que l'ordre politique repose sur la participation de la communauté à l'ordre de l'être par l'intermédiaire de l'âme. Donc, c'est la grande découverte politique que Voegelin prête aux Grecs. Là où, donc, pour Arendt, l'expérience grecque concerne principalement le politique, eh bien, chez Voegelin, elle prend aussi une dimension métaphysique et mystique. Face à des projets philosophiques si contrastés, leur admiration commune donc pour la police athénienne démocratique mérite un examen, à mon avis. Et aujourd'hui, j'aimerais tenter de répondre au mieux à deux questions principales. D'abord, comment Arendt et Voegelin envisagent-ils l'expérience de la police athénienne classique? Et en prenant en compte, je vais mentionner juste un petit peu la question des sources, mais très brièvement. Et ensuite, quel rôle est-ce qu'ils lui attribuent dans leur propre réflexion politique, à la fois sur le monde grec et dans ses prolongements contemporains. Alors, je vais commencer avec Hannah Arendt. Et bien sûr, je vous annonce qu'il va y avoir une différence de traitement entre les deux parties, parce que forcément, le motif apparaît chez les deux penseurs, mais la réflexion politique d'Arendt est beaucoup plus détaillée que celle de Voegelin. Donc, il va y avoir des contrastes. Alors, au début des années 1950, après la parution de son ouvrage sur le totalitarisme, Arendt entreprend un examen critique de la tradition de pensée occidentale. La tragédie humaine et politique de son temps, estime-t-elle, trouve ses racines dans un mépris du politique fort ancien, qui s'est transmis à travers toute la pensée politique depuis l'Antiquité. Bon, Arendt veut d'abord mettre au jour les différents moments de ce rejet de la politique, dont elle situe le point d'origine chez Platon. Et par contre, son retour aux œuvres canoniques de la tradition occidentale comporte aussi un volet positif. Donc, un volet négatif, un volet déconstructif et un volet positif. La tradition philosophique, qui s'est constituée au moment où la police grecque est en plein déclin, a eu tendance à éclipser les témoignages de la grandeur de l'expérience politique grecque, celle de la démocratie, dans le cadre de la police classique. Ainsi, ce sont les Grecs d'avant Platon, notamment Homère, Thucydide, Socrate, auxquels s'ajoute Aristote, bien sûr, élève récalcitrant de Platon, qu'il faut interroger pour découvrir le sens originel de la citoyenneté démocratique associée à la participation et de la liberté. Un tel canevas, au lendemain, bien sûr, du nazisme, paraissait à même de soutenir l'espoir du renouveau politique dans un contexte aussi où les démocraties modernes semblaient avoir besoin de nouveaux horizons. Bon, et là, je veux souligner déjà que la position d'Arendt contredit franchement celle de Voegelin, qui estime que la philosophie a contribué concrètement à l'expérience de la police et qu'elle a la capacité de l'enrichir. Bon, Arendt, contrairement à Voegelin, n'a pas écrit une histoire de la police grecque. Ses réflexions sur le sujet émergent dans différents textes et contextes, notamment dans le livre The Human Condition, bien sûr, qu'on a pu qualifier à plusieurs reprises comme son livre le plus grec. Et il y a une série d'écrits préparatoires à cet ouvrage qui sont très intéressants et sur lesquels je me base en particulier aujourd'hui. Parce que dans ces écrits, qui sont en fait des esquisses qui étaient destinées à former un livre sur une introduction à la pensée politique qui n'a jamais été écrit finalement. Donc, dans ces textes, elle expose en profondeur le contexte grec et on voit toute la richesse en fait de sa réflexion donc sur la police, sur ses origines intellectuelles et tout ça, dont on a seulement un aperçu dans le livre The Human Condition. C'est le cas, par exemple, de la conférence Philosophy and Politics, qui a aussi été publiée sous le titre Socrates, selon la publication qu'on consulte, et des textes The Tradition of Political Thought et Introduction into Politics. Donc, ils sont tous écrits plus ou moins au début des années 50. Ces écrits, à mon avis, sont des apports inestimables pour comprendre le rôle de la police démocratique chez Arendt, et ils mettent notamment en lumière ses racines homériques. Ils sont peut-être un petit peu plus discrètes dans The Human Condition. Donc, la police et la politique grecque vont faire l'objet aussi de certaines discussions ponctuelles dans d'autres essais des années 50 et 60, donc ça ressurgit. Par exemple, dans des textes comme The Concept of History, Ancient and Modern et What is Freedom. Alors, selon moi, envisager le motif de la police grecque démocratique comme étant l'assise de la théorie politique arendtienne n'est pas exagéré. Sans la police,
la conception arendtienne de la politique, donc qui s'articule autour de l'action, perdrait non seulement sa cohérence, mais aussi sa substance, parce que la police est le lieu où elle se déploie. L'action, selon Arendt, je vous donne sa conception telle qu'elle apparaît dans The Human Condition, l'action se produit lorsque les hommes sont réunis dans un cadre politique. Elle implique la possibilité pour chacun de s'exprimer librement au moyen de gestes et de paroles et d'entreprendre quelque chose avec ses pairs. L'action est indissociable de la pluralité, c'est-à-dire du fait que l'individu, quand il se trouve avec les autres, ne perd pas son identité qui lui est unique finalement. Autre caractéristique de l'action, l'action est liée à la natalité, qui est une forme particulière de spontanéité qui va permettre à l'individu d'initier de nouveaux commencements, d'insérer un élément de nouveauté dans le monde et finalement d'accomplir l'improbable. La pluralité est la condition existentielle qui ouvre le chemin de la liberté. Alors là, je vous ai présenté tout ça qui sont des bases pour pouvoir enchaîner par la suite avec le motif de la police. Alors, la percée historique, si on veut, de l'action, dont la démocratie, bien sûr, consacre le triomphe, se serait produite dans l'intervalle entre les poèmes homériques et Périclès. Si la conception arendtienne de la politique est bien sûr très influencée par Aristote, donc elle lit quand même à sa façon, et qu'elle s'inspire du texte de l'oraison funèbre de Périclès, tel que reconstitué par Thucydide, Arendt découvre aussi dans les écrits homériques des embryons d'expériences qui seront caractéristiques de la démocratie grecque. Or, même si la politique authentique, comme le soutient Arendt, s'incarne dans la police grecque, ça impliquerait en fait que cette politique pourrait être circonscrite à un cadre spatio-temporel spécifique, en plus d'être associée à un certain mode d'être. Et de toute évidence, il n'est pas possible de reproduire ces conditions-là en contexte moderne, parce que les conditions sociologiques de l'époque sont uniques finalement. Et donc, on ne peut pas reproduire les conditions qui ont permis l'essor et la pratique de la démocratie directe grecque. Mais ça, Arendt le sait très bien, elle le dit à plusieurs reprises. Mais comme je vais vous le préciser plus tard, même si cette expérience est disparue, il est possible de retrouver l'esprit de la police grecque. Alors, dans un texte qui s'appelle Introduction into Politics, Arendt souligne qu'à l'instar de la liberté, la politique n'est pas une donnée permanente de l'existence humaine. Donc, elle n'existe pas tout le temps. Alors là, je vais vous lire, je pense que c'est le premier extrait. It is not as self-evident that politics has existed in all times and everywhere that men live communally in any historical and civilizing sense. This assumption customarily appeals to the Aristotelian definition of man as a political animal, and that same appeal is of no small importance, since the polis has decisively shaped, both in language and content, the European concept of what politics actually is and what meaning it has. It is likewise of no small importance that this appeal to Aristotle is based on a very old, although post-classical, misunderstanding. For Aristotle, c'est le bout qui est très important. For Aristotle, the word politikon was an adjective that applied to the organization of the polis and not a designation for just any form of human communal life. And he certainly did not think that all men are political or that there is politics, that is, a polis, no matter where people live. Thus, politics in the Aristotelian sense existed, as the Greeks saw it, only in Greece, and even there for a relatively short period of time. What distinguishes the communal life of the people in the polis from all other forms of human communal life is freedom. Being free and living in the polis were, in a sense, one and the same. Alors, bon, ça illustre ce que je venais de vous dire, le fait que cette expérience-là semble très circonscrite à un milieu et à un temps particulier. Donc, chez Arendt, la politique comporte deux composantes de base d'origine aristotélicienne, la praxis et la lexis, l'action et la parole. Et elle indique que c'était déjà le cas dans les poèmes homériques. Ainsi, les opinions, les doxailles, sont partie intégrante de la politique. Loin d'être synonyme d'illusion et de fausseté, comme Platon en a imposé l'idée, écrit Arendt, la doxa correspond à la vérité telle qu'elle apparaît à chacun, selon sa perspective particulière sur les choses et le monde. Donc, la mise en commun des perspectives permet de parvenir à une compréhension mutuelle, condition de l'existence d'un monde commun à tous.
Si Socrate était conscient de l'importance d'envisager les choses sous leurs différents aspects, ce souci s'exprime déjà dans la forme des poèmes homériques qui accordent aux vaincus et aux vainqueurs une importance égale. La politique offre à chacun l'opportunité de révéler qui il est, de dévoiler son identité ou, si on veut, son essence. L'identité ne devient manifeste qu'en présence des autres, lorsque l'individu exprime sa doxa et s'adonne à l'action. Chez Arendt, donc, être et apparaître coïncident. Le fait d'apparaître fonde la réalité et l'humanité des individus. Il en va de même aussi pour la parole et l'action. Si la parole et l'action sont privées des possibilités d'apparaître dans l'espace public, du fait d'être vues et entendues, elles ne peuvent être. L'action, dans ce cas-là, ne serait seulement qu'une activité parmi tant d'autres ou un accomplissement parmi tant d'autres. Donc, comme on le voit ici, la politique apparaît comme une dimension qui est essentielle de l'existence individuelle. Elle ne peut pas être la chasse gardée d'une élite, au sens où notre identité en dépend et la réalité du monde en dépend. Cependant, là où ça pose problème, c'est que la double caractéristique de l'action, l'égalité et la distinction, est une source continue de tension. L'individu qui agit en acteur est mu par l'ambition d'exceller, d'être le meilleur, de briller devant ses pairs, qui sont les spectateurs de l'action. Si l'esprit agonal est l'instigateur d'une concentration de génie, écrit Arendt, à la fois sur le plan politique et sur le plan intellectuel, durant les siècles qui correspondent à l'âge d'or de la Grèce, eh bien, son individualisme farouche, donc l'individualisme farouche de l'action, fait peser une menace constante sur l'égalité et il met en péril la stabilité de la communauté. Elle rappelle que le terme doxa signifie aussi gloire, splendeur, évoquant à la fois donc l'apparaître et l'esprit de compétition. Ce qui permet de tempérer l'esprit agonal et l'amitié politique. Et dans un texte des débuts des années 50, donc Socrates, Arendt élargit le sens et la portée de la maïeutique de manière à faire de Socrate le symbole de l'amitié politique. Mais ici, donc Socrate est le symbole, mais c'est Aristote qui procure les concepts nécessaires. Les communautés sont formées d'individus différents et inégaux. Leur cohésion, écrit Arendt, porte sur l'isasthenai, l'égalisation des citoyens, renforcée par la philia. Elle ajoute que l'isonomia désigne l'égalité de tous les citoyens dans la liberté, qui s'accompagne du droit de chacun de s'exprimer, de discuter avec ses pairs. Et elle écrit, quant au rôle de Socrate, c'est encore une fois sur la feuille, Socrates tried to make friends out of Athens' citizenry, and this is very understandable. This is a very understandable purpose in a polis whose life consisted of an intense and uninterrupted contest of all against all. Bon, l'histoire est là pour nous rappeler que cette entreprise qu'Arendt prête à Socrate a bien sûr échoué. Mais l'esprit agonal, c'est un des principaux risques qui pèsent sur l'action, évidemment, n'est pas le seul. Donc l'action a d'autres revers aussi, qui peuvent expliquer pourquoi elle a été mal aimée à travers toute l'histoire de la pensée politique, en fait depuis Platon. L'action d'abord est éphémère, elle sombre facilement dans l'oubli, tout comme les acteurs. Sa signification même échappe à celui qui l'a initiée, elle ne se révèle qu'a posteriori. L'action, donc qui est non téléologique, est imprévisible. Elle est mue par sa propre dynamique, qui est celle des relations humaines. Elle est une expression de la pluralité inhérente à la politique. L'action est susceptible d'impliquer un grand nombre d'acteurs car elle a un rôle catalyseur. Elle peut inspirer quantité d'autres actions. De plus, et ça c'est un des principaux problèmes peut-être, elle est irréversible. En dépit de tous ces facteurs déstabilisants et éventuellement destructeurs qui sont liés à l'action, selon Arendt, ce n'est pas des raisons pour abandonner l'action. Parce que seule l'action peut permettre d'atteindre l'excellence humaine. Les Grecs d'avant Platon, parce que Platon, lui, il renie l'action, ont découvert une autre issue, et c'est la fondation de la polis. Dans The Human Condition, Arendt distingue deux conceptions du monde, et là je le dis en guillemets. Le premier est formé du faisceau des relations entre individus, des paroles et des actions. Il lie les individus en maintenant une distance entre eux pour protéger l'identité particulière à chacun. Bref, c'est exactement le principe de la pluralité.
Mais ce monde relationnel a besoin d'un monde matériel, d'un espace physique qui puisse le protéger et l'entourer. Et Arendt souligne que les lois ont exactement cette fonction-là aussi. Donc, elle a besoin d'un espace dans lequel peut se déployer l'action. Cet espace, il correspond à la police, qui, en offrant à l'action un milieu physique, permet de généraliser une expérience qui, du temps d'Homère, dont les poèmes, selon Arendt, préfigurent le type d'action propre à la police. Donc, elle permet de généraliser une expérience qui était la prérogative des héros et qui relevait de l'extraordinaire. Chez Homère, Achille est l'exemple paradigmatique de celui qui accomplit de grands gestes et prononce de grandes paroles. Définition qui rencontre exactement celle qu'Arendt trouve chez Aristote, c'est-à-dire celle de l'homme comme zoon politikon et zoon logon ekon. Et ce n'est pas autrement qu'elle va définir le citoyen de la police démocratique. Les périls auxquels l'esprit agonal expose la communauté sont illustrés chez Homère par le combat entre Hector et Achille. La police va parvenir à tempérer cet esprit agonal au moyen de l'égalisation de ses citoyens et de l'amitié. Donc, on voit la rencontre entre Homère et tous les motifs aristotéliciens. Le citoyen de la police a aussi absorbé une autre des qualités distinctives des héros homériques, le courage. Ainsi, selon Arendt, le courage au combat devient le courage requis pour paraître et s'insérer dans le monde et y amorcer quelque chose de nouveau dans l'expérience donc de la police. Et elle lie finalement la fondation de la police aux expériences décrites dans les écrits homériques de façon assez soutenue. Vous avez encore un extrait, qui est le dernier extrait de la page, il y a seulement le début. The Greek way of thinking the founding of the polis as an institution is closely linked to experiences contained in the Homeric accounts. Thus, the Greeks had no difficulty transferring the central concept of a free polis, free of any tyrant's rule, that is, the concept of isonomia and isegoria, to Homeric times, because the example of the magnificent experience of life's possibilities among one equals was already present in Homeric epics. And one could also, and this was perhaps even more important, see the rise of the polis as a response to these experiences. En plus de ça, Arendt découvre un témoignage de la liberté, typique de la police démocratique dans les écrits homériques. Pour les Grecs, souligne-t-elle dans The Human Condition, la police est le lieu exclusif de la liberté. Physiquement, les limites de la liberté suivent les murailles de la police, plus spécifiquement de l'agora, mais son véritable espace, ça se réfère à la conception du monde comme faisceau de relations, son véritable espace réside dans le rassemblement des égaux. Les Grecs, écrit Arendt, ont formé la police autour de l'agora homérique, le lieu où les hommes libres sont réunis. Et elle ajoute, la police lui a conféré la permanence. Sur l'agora homérique, il s'adonnait, et là je cite quelques petits mots, il s'adonnait à la politique sous le signe de Peito, usant du pouvoir de persuader et d'influencer, qui règne en maître parmi les égaux et détermine toute chose sans recourir à la force ou à la coercion. Donc, selon Arendt, l'égalité et la persuasion, en plus de la liberté et de l'action, des traits qui sont tous associés à la démocratie grecque, caractérisaient déjà les rapports entre les hommes dans les poèmes homériques. L'oraison funèbre de Périclès, telle que rapportée par Thucydide, est un autre texte important. Le discours de Périclès, indique Arendt, rend en mots les convictions des Athéniens de l'époque. Il témoigne d'un moment éphémère et précieux où la politique et le pouvoir étaient au cœur de la vie politique. Périclès savait que la grandeur réside dans l'action, mais aussi que l'action suffit à générer le pouvoir. Pour Arendt, le pouvoir émerge de l'agir de concert des individus. Mais le précédent homérique n'est jamais loin. L'oraison funèbre nous apprend aussi que la police, au sommet de sa grandeur, s'était engagée dans la lutte pour l'excellence qui était celle déjà des héros homériques, mais, comme écrit Arendt, sans faire usage de la force brute, car ils savaient ce qu'est le pouvoir, comme je viens de le définir. Avec la fondation de la police, indique le discours de Périclès,
On devait garantir à ceux qui parcouraient mer et terre, avec courage et vaillance, que leurs actes, bons ou mauvais, seraient remémorés, préservés, afin d'inspirer les générations futures. Donc, exactement dans l'esprit de l'impartialité homérique. La remémoration est quelque chose qui est crucial pour la politique parce qu'elle permet de surmonter un autre des défauts de l'action, qui est sa tendance à sombrer rapidement dans l'oubli, et les acteurs avec elle, évidemment. Sans la remémoration, l'action paraîtrait futile parce qu'elle disparaîtrait aussitôt qu'elle est terminée. Donc, à travers la mémoire et le récit, l'action ouvre la perspective de l'immortalité terrestre. L'exemple, encore une fois, est Achille qui représente l'immortalité s'offrant à celui qui accomplit de grands gestes et prononce de grandes paroles. Et Arendt indique que la police va ouvrir cette avenue à chaque citoyen. Cette immortalité, qui fonde la grandeur de la politique et de l'histoire, devient une condition sine qua non de la politique. Donc, ce n'est pas réservé à quelques privilégiés. Dans la police, nul besoin d'être un héros pour briller et entretenir l'espoir d'une gloire éternelle. L'immortalité terrestre, dont il est question ici, en quelque part, investit le politique d'une transcendance sans laquelle aucun monde commun ne peut exister, indique Arendt. Parce que l'action y apparaît et que la parole y résonne, la police permet de les préserver à travers l'histoire, entendue ici comme remémoration. Homère, en son temps, a chanté tant les gestes d'Hector que ceux d'Achille, la défaite de Troie, non moins que la victoire des Grecs. Mais dans la police, on n'a pas besoin des poètes ou des bardes pour entretenir la gloire qui, elle seule, va permettre d'atteindre l'immortalité terrestre. L'organisation de la police, écrit Arendt, est une forme de remémoration organisée. Je pense que vous aviez sur la deuxième page un extrait, je ne lirai pas, ça résume ce que je viens de dire. Bon. Alors, l'action, la seule activité dans laquelle l'individu peut atteindre l'excellence humaine, allait disparaître progressivement de la scène de l'histoire. Mais pour Arendt, ce ne sont pas principalement les tribulations de l'histoire de l'époque, c'est-à-dire, par exemple, les conséquences de la faillite de l'impérialisme athénien et de la défaite dans la guerre du Péloponnèse, ou encore le tournant démagogique à l'Assemblée, qui sont les principaux responsables du déclin. Ce serait plutôt un changement d'attitude à l'égard de l'action, initié principalement par la philosophie. Mais Arendt, bien sûr, elle n'ignore pas entièrement la trame événementielle et elle souligne qu'au fil du temps, l'esprit agonal allait non seulement rendre les alliances entre les cités impossibles, mais aussi empoisonner les relations entre les citoyens par l'envie et la méfiance mutuelle. Or, la ruine des polices, qui a suscité la disparition de l'espace politique de la police, a entraîné la disparition de la liberté et du pouvoir, qui émerge aussi de l'action. Donc, autrement, tout le politique disparaît au complet. La philosophie, c'est un mot qu'Arendt emploie toujours de façon péjorative et généralement est synonyme de platonisme. En tout cas, il y a cette idée-là en arrière. Donc, c'est la philosophie qui est la principale suspecte. Et nous trouvons donc chez Arendt la suggestion selon laquelle un dépassement de la philosophie, qui jusqu'à Heidegger, bon, elle inclut Heidegger dans ça, a inspiré le rejet de la politique. Donc, ce dépassement s'avère essentiel pour recouvrer l'action telle qu'elle s'est incarnée dans la police grecque. Durant les siècles qui ont suivi le déclin de la police, l'esprit de la police, donc qui s'incarne dans l'action, mais surtout dans l'expérience de la liberté, a ressurgi à quelques moments, de manière furtive, éphémère, dans le cadre des révolutions et dans celui de l'institution des conseils. Lors de ces moments, les paramètres qui ont défini l'horizon du politique depuis Platon, donc selon Arendt, ce sont la négation de la pluralité, les rapports hiérarchiques de domination et une conception utilitariste de la politique, notamment, il y en a d'autres, ont soudainement reculé pour mieux ressurgir en fait par la suite, après ces brèves éclipses du retour, si on veut, à l'esprit de la police et de la liberté. Donc, ces reculs avaient permis la réapparition d'un espace où pourrait revivre une expérience compatible avec celle de la police démocratique. Comme je l'ai dit tantôt, on a l'impression que c'est une expérience qui est en quelque part détachée dans le temps, mais non, il y a un esprit dans ça qui peut revenir aussi. La liberté
pour Arendt, c'est le trésor perdu, dont elle parle souvent, que les hommes des révolutions ont tenté de redécouvrir, mais qui ne cesse de se dérober. Et elle écrit aussi que le trésor a sombré dans l'oubli. Personne n'avait anticipé son apparition et aucun testament ne l'a légué aux générations futures. Ainsi, c'est la remémoration de l'expérience de la police démocratique, caractérisée, comme je l'ai dit, par l'action, la liberté, qui permettrait de recouvrer cet esprit de la police grecque démocratique. Et Arendt croit que même dans les États les plus autoritaires, même sous les régimes qui dirigent avec la terreur, la spontanéité humaine, l'impulsion des nouveaux commencements ne sera jamais complètement abolie. Donc, même s'il n'y a plus d'espoir en apparence, il faut faire confiance à la spontanéité humaine, à cette expérience de la liberté dont il faut se rappeler. Donc, là, je vais je vais faire une petite récapitulation qui va me permettre de broder un peu pour passer à Voegelin, donc parce que c'est deux penseurs très différents. Alors, en plus d'être une création politique, la police grecque, pour Arendt, présente une certaine dimension ontologique, comme l'indique par exemple son insistance sur la relation entre être et apparaître, sa conception du monde relationnel, qui correspond à l'espace public, à la politique elle-même. En outre, la politique et la police émergent des actions et des paroles. C'est beaucoup plus important, les actions et les paroles, que l'espace en tant que tel. Donc, elle émerge des actions et des paroles. Elle ne se déroule pas dans l'espace public. Elle la constitue. Elle possède une transcendance donc qui leur est propre. D'abord, dans la mesure où l'espace public, le monde commun, perdure au-delà des générations. Ensuite, dans un sens plus spécifique, dans la possibilité d'atteindre une forme d'immortalité terrestre qu'offre l'action. C'est pourquoi, pour Arendt, une transcendance extérieure, qu'il s'agisse de la philosophie ou de la religion, lui est inutile et même nuisible. Parce que l'une et l'autre, en fait, entretiennent des conceptions réductrices de la communauté, dévalorisent la vie en ce monde et, par conséquent, situent l'excellence humaine à l'extérieur du monde des hommes. La politique leur apparaît, tout autant pour la philosophie que la religion, comme un mal nécessaire dont elles n'aspirent qu'à être libérées. De plus, la philosophie et la religion tentent d'imposer à la politique des critères qui lui sont étrangers, inspirés d'un absolu, qu'il s'agisse des idées platoniciennes qu'elle va dénoncer si souvent, ou encore d'un code de loi divine. C'est une toute autre vision des choses que va nous présenter Éric Voegelin. Pour celui-ci, la conception aristotélicienne de l'homme comme zoon politikon et zoon legon ekon n'est que partielle. Elle ne s'applique qu'à une dimension de l'existence humaine, son existence dans la société. Et là, Voegelin rappelle aussi le zoon historikon, qui se rapporte au fait que l'existence de l'homme s'inscrit dans la réalité historique, mais ce qui est le plus important pour lui, c'est l'homme en tant que c'est l'homme en tant que zoon nun ekon ou zoon noetikon. C'est ce qui est plus important chez Voegelin. Alors, je passe à Voegelin. La police athénienne classique tient aussi un rôle particulier dans les écrits d'Éric Voegelin, et ce, bien que, pour lui, les découvertes spirituelles des philosophes, notamment Platon, lui fassent de l'ombre. Mais en y regardant de plus près, non seulement la police athénienne classique apparaît comme un jalon important de la philosophie de l'histoire de Voegelin, mais elle apparaît en fait comme une espèce de centre catalyseur. C'est vers la police classique que vont converger les expériences empiriques et spirituelles antérieures. Je vais vous parler de tout ça tantôt. Et c'est d'elle, donc c'est de cette police, que va émaner l'impulsion qui est à l'origine d'un ordre qui s'est diffusé jusqu'à notre temps. Avant d'amorcer l'analyse du rôle de la police classique chez Voegelin, qui est principalement présentée dans son livre Order and History, le volume 2, The World of the Polis, avec quelques mentions aussi dans le volume suivant, Plato and Aristotle. Et tout ça est précédé d'une première étude plus synthétique dans The New Science of Politics. J'aimerais rappeler quelques grands axes théoriques de sa philosophie d'histoire pour qu'on comprenne le propos finalement. Bon, chez Voegelin, le vécu humain est indissociable d'un ordre transcendant. L'homme et la société s'insèrent dans une communauté d'êtres à 4 composantes, donc on a l'homme, la société, qui inclut aussi le monde et Dieu. Donc, l'homme et la communauté politique participent
à l'ordre de l'être à différents degrés et selon différentes modalités au gré des temps et des sociétés. L'ordre social résulte d'un accord soutenu de la société avec l'ordre transcendant, avec la vérité. Feiglin distingue 3 types de vérités qui sont apparues à différents moments de l'histoire, je ne vais pas présenter ça en détail, et qui correspondent chacun à des modes spécifiques de relation de l'homme et de la société à l'être. Le type de vérité qui va permettre d'établir la relation la plus soutenue, la plus consciente entre l'homme, la société et l'être, et donc qui offre en fait un potentiel de participation maximale, c'est la vérité anthropologique découverte par Platon. Donc, la relation de l'homme, de la société à l'être, va, avec cette vérité anthropologique, s'individualiser. Donc, c'est pour ça que ça marque une avancée majeure. Dans la mesure où le rapport à l'être passe par l'âme individuelle. Ainsi, la société est ordonnée lorsque les âmes des individus qui la constituent sont bien ordonnées. Mais Platon n'a pas eu tout à fait le monopole de cette découverte, qui d'ailleurs survient exactement au moment où la société athénienne a sombré dans le désordre. Homère, Xénophane, Parménide, Héraclite et même Solon, et les tragédiens, pour nommer seulement que ceux-là, marquent tout autant d'avancées. Là, je vais juste préciser le mot « avancée », ce que ça signifie. Feiglin, comme beaucoup de penseurs de son époque, a beaucoup critiqué la notion de progrès, qui selon lui, trahit une vision déterministe de l'histoire, qui est mauvaise en fait, parce que si on dit que l'histoire nous conduit vers une condition toujours meilleure, pourquoi on a eu le nazisme? Donc, il est mieux utiliser le mot « avancée » plutôt que le mot « progression ». Donc, je reprends son mot, parce qu'il y a une raison théorique. Donc, tous ces Grecs-là vont marquer des avancées étalées sur plusieurs siècles qui permettent de dissiper progressivement le brouillard du mythe et, en faisant cela, vont ouvrir sur la découverte de l'âme. Je vais préciser quelques moments de cette histoire spirituelle qui est étroitement liée à l'histoire empirique. Il y a comme 2 niveaux de développement chez Feiglin. Donc, l'histoire grecque, des âges sombres jusqu'au déclin d'Athènes, est parallèle à l'histoire de ces découvertes successives. Mais les développements sur le plan de l'ordre spirituel et empirique ne sont pas toujours synchroniques. Et en fait, ils vont se rencontrer très rarement, seulement de manière épisodique, soit lors des grands moments d'ordre ou dans les grands moments de désordre. L'ordre spirituel, chez Feiglin, quand on le lit, on a vraiment l'impression nette que c'est prioritaire. D'abord en termes d'importance, et ensuite dans la mesure où la source de l'ordre ou du désordre en émane, et ce, au point en fait où on se demande si les tribulations de l'histoire humaine ont encore une importance. Feiglin explique ainsi la grandeur hellénique dans The World of the Polis. Là, c'est une citation, c'est la première citation sur la feuille que je vous ai remise sur Feiglin. Hellas did not rise above the level of the city-state, as did the Mesopotamian civilizations, through imperial unification and the development of a political symmodism of the same symbolic type as the myth of the single city-state, but through the efforts of individuals who discovered the order of the human psyche beyond the order of the polis and articulated their discovery in the symbolic form which they call philosophy. Hence, philosophy was more than an intellectual endeavor in which certain Greek individuals excelled. It was a symbolic form which expressed definite experiences of order in opposition to the polis. The tension between the Hellas of the poets and philosophers and the polis to which they were in opposition was the very form of Hellenic civilization. Donc, autrement dit, on comprend que pour lui, l'expérience spirituelle semble prioritaire, qu'il y a toujours une tension. Donc, on ne voit pas comment ça peut se rencontrer. Face à tout ça, eh bien, on peut se questionner à bon droit sur le statut de la police empirique chez Feiglin. Parce que l'ordre trouve son foyer dans les âmes, à partir duquel il va irradier sur la société ambiante, à moins qu'elle ne résiste. Et la plupart du temps, c'est le cas, elle va résister. Mais le cas inverse, qui impliquerait que l'ordre part de la société, est improbable. En revanche, eh bien, les germes du désordre peuvent très bien se répandre sur le sol humain avant d'atteindre les âmes, mais généralement, c'est dans les âmes des dirigeants qu'il prend racine, parfois en réponse à certaines conditions historiques. Et là, je vais préciser ça plus tard avec des exemples concrets.
Les niveaux spirituels et existentiels ou empiriques convergent alors de plus en plus, quand il y a un désordre spirituel qui part de l'âme des dirigeants, qui descend chez chaque membre de la société. Donc, les niveaux spirituels et existentiels convergent de plus en plus dans le désordre, jusqu'à ce qu'ils y sombrent complètement. C'est alors que vont survenir les grandes destructions, les désastres qui accompagnent les grandes ruptures historiques. C'est le cas de la guerre de Troie, mais aussi de la chute d'Athènes, par exemple. Si ces convergences parfaites des ordres empiriques et spirituels dans le désordre sont, au final, peu nombreuses à travers l'histoire, leurs rencontres dans l'ordre sont rarissimes. Elles constituent les moments forts de l'histoire où l'excellence humaine a atteint un degré de perfection inégalé, à la fois sur les plans spirituels et empiriques. L'Athènes du 5e siècle, pour Voegelin, est l'un de ces moments où la société était parfaitement ordonnée. Et il écrit dans The New Science of Politics, j'ai mis l'extrait également, The polis of Plato's time was indeed no longer capable of a great spiritual reform, but the polis has not always been so sterile as it looks when attention is focused on its resistance to Socrates and Plato. The Platonic Aristotelian elaboration of the new truth marked the end of a long history. It was the work of Athenian thinkers who hardly could have accomplished their theoretical generalization without the preceding concrete practice of Athenian politics. Donc, je m'arrête ici pour dire que déjà là, il indique qu'en fait, le germe de la réflexion des philosophes sur l'ordre, eh bien, c'est l'expérience de la police. Donc, il y a un lien entre les deux. Mais c'est pas le genre de commentaire qu'on voit souvent chez Voegelin. The paradigmatic constructions of Plato and Aristotle would have appeared as odd fancies to their contemporaries unless the Athens of Marathon and the tragedy had been the living memory of an ephemeral representation of the new truth. Je vais revenir aussi sur le rôle de la tragédie. Here, for a golden hour in history, the miracle that happened of a political society articulated down to the individual citizen as a representable unit, the miracle of a generation which individually experienced the responsibility of representing the truth of the soul and expressed this experience through the tragedy as a public cult. Donc, dans cette heure merveilleuse, grandiose de l'histoire, l'ordre était parfait. Donc, on avait une coïncidence des ordres spirituels et temporels et les âmes de chacun, jusqu'au dernier citoyen, étaient parfaitement ordonnées. Alors, la suggestion à l'effet que les entreprises de Platon et d'Aristote s'inscrivent dans la droite ligne de la symbiose parfaite dans l'Athènes du 5e siècle des ordres spirituels et empiriques appelle un éclaircissement. La philosophie de l'histoire de Voegelin, d'abord, est imprégnée de la conviction selon laquelle l'ordre empirique ne peut pas durer. Il est certain que ça va finir par sombrer et en fait, les périodes d'ordre sont très rares. La chute apparaît inévitable et cette chute-là est suivie de tentatives de restaurer l'ordre après une période de latence plus ou moins longue. Ainsi, la gloire d'Athènes, déjà, était grosse, si on veut, du désastre de la guerre du Péloponnèse, qui a définitivement sonné le glas de la grandeur athénienne, même si Voegelin écrit qu'elle n'était pas inévitable, mais on sent chez lui que tout indique que c'était inévitable. Alors, quand il y a cette plongée dans le désordre, l'ordre spirituel peut quand même subsister, mais il va se retrancher chez les grands esprits de l'époque. Un retour à l'ordre va demeurer possible à condition que la politique et les hommes redécouvrent la vérité qui a été préservée dans l'ordre spirituel et se réforment en accord avec celle-ci. Et bien sûr, vous avez deviné que ces gardiens de l'ordre spirituel, ce sont les philosophes. Alors, à l'instar d'Arendt, Voegelin interprète le 5e siècle athénien à partir d'Homère, de Thucydide, mais aussi des tragédiens. Et sa sélection littéraire, en fait, elle est assez large. Elle inclut, par exemple, Hésiode et les philosophes d'Héraclite à Parménide, Tirtée et les poèmes de Solon. Et ça, c'est un aspect qui est incroyable quand on lit Voegelin, c'est son érudition. Il va chercher chaque petit texte qui était oublié à son époque et il en tire quelque chose. Mais ses interprétations sont parfois douteuses. Si la méthode de Voegelin donc, se veut exhaustive, et que ses efforts pour dégager un contenu historique de textes presque oubliés sont louables, ce que je viens de vous dire, sa conviction à l'effet que les avancées sur les plans spirituels et empiriques ne sont pas synchroniques est sûrement pas étrangère à la composition du corpus qu'il a choisi. C'est évident que les intérêts des philosophes, des poètes et des historiens diffèrent, mais Voegelin s'efforce de les insérer dans une même séquence historique,
ce qui conduit parfois à des lectures idiomatiques, voire assez libres. Par exemple, il essaie de dégager des réflexions proprement spirituelles ou philosophiques chez les historiens, et à l'inverse, d'isoler un contenu empirique chez les philosophes. Audacieux, mais il y avait des risques. En revanche, ces interprétations de la tragédie, à laquelle il accorde une expérience centrale, comme on va le voir, s'harmonisent quand même mieux aux traditions exégétiques courantes. Alors, les avancées des poètes du temps d'Homère, puis Solon, ainsi que les philosophes de la génération d'Héraclite, ont réalisé peu à peu la différenciation de l'âme. Donc, ils ont ouvert la voie à une participation optimale de la société à l'ordre de l'être. Là, c'est Platon qui va parachever ce mouvement-là. Donc, les conditions étaient réunies pour l'atteinte de l'ordre, mais il manque encore une avancée empirique. Parce que si on veut qu'il y ait une convergence, il faut que les deux ordres, si on veut, progressent parallèlement. Mais Föglin écrit que, malgré le fait que ces gens-là étaient très éclairés, ont découvert l'ordre peu à peu, le peuple n'a pas harmonisé son existence aux intuitions de ses philosophes, poètes et intellectuels. Il manquait une étincelle, une impulsion, pour que la convergence se réalise. Et cette étincelle, c'est la victoire d'Athènes dans les guerres médiques, que Föglin symbolise par Marathon. Il parle toujours de l'Athènes de Marathon. Et là, je vais vous lire un autre extrait. In order to become truly the form of a civilization, the tension had to be something more than an irritation of the polis by odd individuals. Something like a great awakening was required to create a society in wakeful response to the depth of the soul, to the new humanity and love of the Sophon discovered by the philosophers. The Great Awakening was the feat of the Athenian people in the 5th century BC, with consequences for the history of mankind, which has not been exhausted to this day. Donc, c'est un peu comme Arendt, on a l'impression que l'esprit peut cet esprit-là, l'esprit hellène, l'esprit de l'ordre peut revenir. For without the paradigmatic existence of the Athens of Marathon, the spiritual and intellectual community substance from which the political philosophy of Plato and Aristotle nourished itself would not have existed. C'était dans un extrait avant, mais je voulais vous montrer la séquence au complet quand même, parce qu'on voit le raisonnement. Only with the paradigm of such a society in historical existence could a philosophy of order for a society of mature men be developed with conviction. Donc, les philosophes ont bien investi le champ spirituel en définissant l'ordre de l'âme et en développant le paradigme de l'action noble et juste. Il ne manquait plus qu'à diffuser ces découvertes dans la société, en chaque individu, de manière à faire advenir un grand éveil. Donc, la diffusion d'une nouvelle conscience était nécessaire pour qu'Athènes assume pleinement le rôle qui était le sien, parce que les conditions empiriques devaient rencontrer les conditions spirituelles. Le degré de perfection empirique atteint par l'Athènes victorieuse doit donc trouver son équivalent spirituel, qui incarnerait un peuple éclairé, dont l'âme de chaque citoyen serait bien ordonnée et dont les actions seraient vertueuses. L'Athènes du 5e siècle, pour Föglin, est porteuse du flambeau de l'hellénisme, de l'essence d'une grande civilisation née à l'âge du bronze. Parce que pour lui, ça forme une même grande séquence et il estime que c'est dans la remémoration qui se fait dans les poèmes homériques qu'il y a comme une rencontre entre cette civilisation de l'âge du bronze et la civilisation qui va être celle de la Grèce. Donc, c'est un même esprit qui traverse le temps. Donc, pendant des siècles, l'esprit hellène a migré d'un centre à l'autre, de la Crète minoenne à Mycène et plus tard dans l'Ionie archaïque, mais par moments, il a été privé d'un ancrage empirique, parce qu'il n'y avait pas de foyer de civilisation qui pouvait l'accueillir, si on veut. Par exemple, au temps des invasions d'Orient et à toute l'époque qui correspond aux Dark Ages. Néanmoins, il s'est transmis grâce à la mémoire des poètes pour finalement émerger dans toute sa magnificence dans un seul centre qui est Athènes. La victoire sur les Perses consacre le triomphe empirique d'Athènes qui, en plus d'acquérir gloire et richesse et de s'imposer comme phare de la culture hellénique, devient une puissance expansionniste qui va unifier peu à peu les polaises sous son égide. Donc, Athènes, en fait, est devenue le nouveau centre actif de la civilisation hellène. Civilisation au sens de l'esprit hellène. Ce nouveau statut va se doubler, bien sûr, d'une autre grande entreprise intérieure qui est l'affirmation de la démocratie. Et là, je lis un extrait. The setting of the scene goes back to Solon.
His conception of the eunomia of the polis set the pattern for the rough but sure evolution toward constitutional democracy, drawing the people into the culture of the aristocracy and bending the old nobility under the principle of isonomy. Solon's faith in decay and the unseen measure was fundamentally the faith of Aeschylus. Donc, comme le suggère ici le lien tracé par Voegelin entre Solon et Éschyle, c'est dans la tragédie que va se produire la rencontre entre l'ordre empirique et l'ordre spirituel. Et c'est la tragédie qui va permettre de penser à une diffusion de cet ordre-là chez tous les citoyens. Alors, j'avais juste la fin d'une autre citation qui suivait, que je voulais vous lire. Power and spirit were linked in history for one golden hour through the inseparable events of the Athenian victory in the Persian War and the Aeschylean creation of the tragedy. Chez Voegelin, Solon et Achille sont des figures phares de l'histoire hellénique, de l'ordre hellénique. Et en fait, il décrit Échille comme l'éducateur du peuple, de la génération des guerres médiques, de l'Athènes qui va devenir l'éducatrice d'Hellas. Voegelin, donc, va situer Échille en aval dans le sillon de Solon et en amont dans celui de Platon. C'est vraiment marrant tous les liens qu'il fait entre les philosophes, tragédiens et poètes. Donc, ils sont tous des continuateurs les uns des autres, plus ou moins. Et Platon lui-même apparaît par moments comme un héritier en droite ligne de Solon. Je vais me concentrer sur l'antécédent solonien. Il n'y a jamais eu à Sparte un ordre politique du peuple, indique Voegelin. Ça a été la prérogative d'Athènes et son initiateur est Solon. S'il était un homme d'État réformateur, donc qui a défriché le chemin de la démocratie, qu'allait suivre Pisistrate, mais surtout Clisthène, doublé bien sûr d'un législateur, Voegelin accorde une grande importance à Solon le poète. Donc, il commande beaucoup les poèmes de Solon. Solon aurait reconnu que le plus grand péril qui menace la police est l'agir de ses citoyens. L'ordre ou le désordre repose sur ceux-ci, plutôt que sur l'action des dieux. À travers ce double rôle de Solon, donc comme homme d'État et comme poète, les avancées empiriques et spirituelles vont emprunter peu à peu des voies parallèles, parce que lui, il représente les deux, jusqu'à converger en sa personne même. Voegelin extrait des élégies soloniennes des éléments cruciaux pour son histoire de l'ordre hellénique. Il indique que Solon a exhorté les citoyens athéniens à adopter une conduite juste. S'ils vivent dans la rectitude, eunomia, les choses seront bonnes et ordonnées dans la police, mais dans le cas contraire, là, il met le mot grec dysnomia, non-rectitude, toutes sortes de mots vont l'envahir. Donc, ce serait Solon qui aurait découvert ça. En outre, Solon a dénoncé l'attitude des dirigeants du peuple, qui ruinaient les fondements de Dicée, mais il les met en garde. Dicée, un jour, prendra sa revanche. C'est l'eunomia qui va neutraliser les individus injustes et faire échec aux excès, à la hubris et au jugement corrompu. L'eunomia va mettre fin aux factions et à la guerre civile, indique Voegelin, qui se réfère au texte de Solon. Ainsi, chez celui-ci, non moins que chez Tirtée, poète spartiate du 7e siècle, la police et le citoyen se substituent aux héros homériques et à l'aristocratie ancienne et les valeurs qui lui correspondent. Chez Voegelin, il n'y a pas de continuité soutenue entre Homère et les grandes figures du 5e siècle, comme on va le voir par exemple chez Hannah Arendt. La rupture tient entre autres à un processus de levée du voile du mythe, comme il le dit, parce que chez Homère, les dieux intervenaient beaucoup, mais on y lit peu à peu l'idée que l'être humain doit commencer à vivre en citoyen responsable. Mais il dit que les hommes vivent quand même, en quelque part, sous l'empire des dieux. Donc, c'est pour ça qu'il ne confond pas ces penseurs-là. Donc, Voegelin estime aussi que Xénophane, qui était plus jeune que Solon, a critiqué la société agonale en s'appuyant sur l'autorité du spirituel, parce qu'elle nuit à l'eunomia. Platon aurait reconnu en son temps que Solon est l'un des législateurs qui a le plus contribué à instaurer dans la police un ordre durable. Vous voyez le lien entre Solon et Platon. Solon situe l'excellence humaine dans l'arrêté, contre les richesses et les possessions, associées à la doxa. Il aurait découvert que, je cite Voegelin, la doxa est la source du désordre, et que l'on doit renoncer à celui-ci pour que prévale l'ordre juste, eunomia.
Föglin veut lire, dans une élégie solonienne, la reconnaissance de la mesure invisible en tant que critère du jugement juste. Il en conclut que Solon décrit une conception de l'arrêté comme obéissance de l'homme à un ordre universel qui ne serait connu entièrement que des dieux. Bien sûr, c'est une interprétation qui trahit une influence platonicienne, qui est confirmée d'ailleurs par des recoupements avec d'autres passages. La vérité de la mesure invisible va être placée en contraste avec le caractère illusoire de la doxa. C'est vraiment le contraste, il est là, déjà il serait là chez Solon. L'eunomie solonienne décrit une vie qui se déroule dans la tension entre le désir d'une vie exubérante et, écrit Föglin, la mesure qu'impose la volonté insondable des dieux sur ces mêmes désirs. Donc, Solon a mis au jour les fondements de l'ordre spirituel qui allait former l'assise du grand moment athénien avant la coïncidence des deux ordres. Et quand Platon va les reprendre plus tard, il va les perfectionner. Et cette rencontre, en fait, des deux ordres du temps de Platon n'est plus qu'un souvenir, évidemment. Solon savait quel type d'organisation politique devait s'accorder à l'ordre spirituel. Et Föglin écrit « The eunomia he created in the polis was the eunomia in his soul ». Il écrit la même chose pour Platon. Donc, l'ordre de la police, en fait, c'est l'ordre de son âme. Solon partageait les passions de son peuple, indique Föglin, mais à travers son âme, il les a soumises à l'ordre universel. Donc, Solon est l'homologue de Platon dans les habits de l'homme d'État, si on peut dire. Les conditions historiques nécessaires à l'émergence de l'ordre politique correspondant à l'eunomie de l'âme de Solon n'étaient pas encore réunies. Donc, Solon a découvert ça, mais les conditions empiriques ne sont pas là. Mais le fait que cet ordre se soit produit en la personne de Solon permettait d'anticiper qu'un tel moment allait arriver. Les médiateurs de la vérité transcendante sont généralement solitaires, souligne Föglin. Ils l'expérimentent en eux-mêmes avant de tenter de la diffuser à la société ambiante. Donc, en quelque part, la figure du citoyen apparaît chez Solon. Et ce citoyen, il est animé par la passion de la liberté, mais d'un type particulier. C'est surtout un individu qui est très modéré. Donc là, la référence à la maîtrise des passions. Et qui est responsable, au sens où il n'en appelle plus aux dieux pour gérer son destin. L'apparition du citoyen chez Solon est une avancée significative dans la rencontre des deux ordres. Les découvertes et exhortations soloniennes vont ensuite être diffusées par la tragédie échéléenne. Et dès son apparition, indique Föglin, la tragédie est établie en tant qu'institution culte du peuple. Elle est le présent de la démocratie, offert à tous les Grecs et à l'humanité. Chez Föglin, la tragédie a une fonction éducative, mais en un sens très étendu. Elle doit éveiller le citoyen à l'ordre juste de l'âme, qui assure une conduite juste, et elle doit l'inciter à adopter une telle conduite. La tragédie recherche la vérité en puisant dans les mythes, mais elle représente une conception de la vérité qui s'inscrit dans la continuité de toutes ces avancées des poètes et des philosophes sur le plan spirituel. A cette fonction de permettre la rencontre entre l'ordre spirituel et la capacité de l'inspirer chez les citoyens à travers l'exemple. Et là, quand il parle, Arendt, elle fait grand cas de l'oraison funèbre de Périclès, c'est le signe, le témoignage de la grandeur athénienne et tout ça. Eh bien, Föglin, pour lui, au contraire, premièrement, le livre de Thucydide représente la grandeur du désastre athénien. Il décrit la déchéance de la cité, la ruine progressive de l'ordre empirique de la police et de son ordre spirituel, qui a succombé à l'assaut des passions débridées, qui, comme l'ont appris les poèmes homériques. Solon, et Platon va le répéter plus tard, donc qui pose la menace la plus sérieuse à l'ordre, et c'est les passions, en fait, qui vont faire en sorte qu'il n'y aura plus de réforme possible. OK, donc là, je passe à l'oraison funèbre. L'oraison funèbre de Périclès fournit à Thucydide, selon Föglin, un prétexte pour formuler un appel à un réveil de la moralité. Et si le discours dans son ensemble évoque le temps de la grandeur athénienne, il est surtout le témoin de la plongée dans l'orgueil, du pathos d'Athènes, qui est une kinésis. L'histoire de Thucydide est une kinésis du désordre qui absorbe tout, événements et hommes, grecs et non grecs, jusqu'à l'issue fatidique.
Donc, Thucydide est en quête d'un eidos ou d'une idea de la kinésis et de ses causes. Voegelin en fait le précurseur, mais aussi en quelque sorte l'homologue de Platon. Et là où Thucydide met en scène les grands fossoyeurs de l'ordre athénien, initiateurs de la kinésis, Platon oppose le roi philosophe, donc ce réformateur que Thucydide n'a pas pu entrevoir. Alors là, je vais sauter sur le rôle de Platon, qui apparaît dans la conférence qui a déjà été publiée. Et pour finir avec cette citation et mes conclusions générales, donc, une petite citation. Between Solon and Plato lies the history of the Athenian polis, from the creation of its order through the soul of Solon to its disintegration when the renovation of order through the soul of Socrates and Plato was rejected. The union of human passions and divine order in the eunomia dissociated itself into the passion of the demos and the order that lives through the work of Plato. Donc, l'ordre se retire et va finalement survivre chez Platon à travers l'ordre de l'âme, et Platon va élaborer une science de l'ordre, dit Voegelin. Alors, en guise de conclusion, et là je vous promets que j'arrête, j'aimerais seulement retourner à mes deux questions de départ, donc pour faire question de faire un bilan, à savoir comment Arendt et Voegelin envisagent la police démocratique classique et son expérience, et quel est le rôle de celle-ci dans leur réflexion politique sur le monde grec et leur prolongement jusque dans le monde de leur temps. Chez Arendt, dont la pensée politique s'articule, comme je l'ai dit, autour de l'action, la police démocratique fait figure de point d'origine, de paradigme de l'expérience de la politique authentique, mais aussi d'expérience de la liberté, qui n'ont fait que des apparitions furtives au cours de l'histoire. La police n'a besoin de rien qui la surplombe, philosophie ou religion. Elle ne dépend de rien parce que la politique, chez Arendt, a une dimension ontologique. Elle l'est dans le fait que les individus sont ensemble, et l'individu, à son tour, est dans la mesure où il se trouve parmi ses pairs dans le monde relationnel de la police, donc dans cet espace de la police. La remémoration de cette expérience peut nous permettre de recouvrer l'esprit de la police démocratique et d'amorcer, à notre tour, quelque chose de nouveau. Chez Voegelin, au contraire, la police démocratique en tant que réalité empirique ne suffit pas à fonder sa grandeur. Cette police représente l'atteinte de l'ordre sur le plan empirique, mais un accomplissement égal doit coïncider avec cet ordre pour que l'expérience se généralise et que cet ordre produise le miracle athénien. La tragédie échéléenne allait généraliser la convergence des deux ordres en la personne de Solon, parce que la convergence se réalise chez Solon, elle se généralise à travers la tragédie, potentiellement. Donc, il y a un potentiel d'élargissement à l'ensemble des citoyens. Le citoyen va apprendre comment devenir le bon citoyen démocratique accompli, c'est-à-dire un citoyen responsable de ses actes, qui agit d'abord et avant tout en accord avec la justice. L'ordre spirituel et temporel, donc ces ordres vont faire rapidement chemin à part après ce moment privilégié de convergence. Mais l'ordre spirituel, donc, va trouver son plein épanouissement en se retranchant chez le philosophe, qui théorise la communauté du bien unie dans la vision de l'agathon. C'est par la relecture des philosophes, donc pour Voegelin, en particulier Platon, que nous pouvons être imprégnés de nouveau du moment miraculeux du 5e siècle, parce que c'est cette expérience qui a inspiré les recherches des philosophes. Bref, chez Voegelin, la police survit chez Platon et tout reconduit à lui. Voilà.